Bonjour à toi voyageur, je suis Tancred de Sabolia, capitaine de la compagnie des cimes, mais également votre instructeur le temps de cette chronique. Pour le chapitre d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des équipements les plus représentatifs du Moyen-Âge, l'emblème même de la chevalerie, un équipement qui fait briller les yeux des enfants et qui parfois peut coûter un bras, dans tous les sens du terme. Je veux bien sûr parler de l'épée. Qu'est-ce qu'une épée ? Eh bien, d'après notre cher dictionnaire français, c'est une arme blanche faite d'une lame aiguë et droite, emmanchée dans une poignée munie d'une garde. Cette définition est donc correcte, mais en même temps elle reste très vague. Pour ma part, je dirais qu'une épée est une arme blanche composée de 4 parties. La lame, la garde, la poignée et le pommeau. Sa lame est à double tranchant, dite en losange, mesurant de 30 à 170 cm. La garde peut, quant à elle, être de différentes manières. La plus classique, et donc la plus connue, reste celle composée de 2 quillons perpendiculaires à la lame, lui donnant cette forme caractéristique de croix. La seconde est une coque, en demi-sphère englobant la main du porteur. La dernière est la fusion des deux. Commençant à apparaître à la Renaissance, c'est celle qui viendra très facilement se placer sur la rapière. Sa poignée s'utilise à une ou deux mains. On parle même parfois de une main et demie pour ce qui est de la bâtarde, car on peut l'utiliser à une ou à deux mains. Pour finir, il y a le pommeau. À la base servant à sceller l'ensemble de l'arme, il va petit à petit être pris en compte pour donner un bon équilibre à l'épée. Et finalement, il servira aussi de masse pour les combattants les plus subtils. Maintenant que nous avons une définition un peu plus précise, nous allons voir quand ce fabuleux objet a pointé le bout de son nez. Confectionnées dès l'âge de bronze, les premières épées étaient plus symboliques que destinées à la guerre, reflétant la puissance des classes supérieures dominant le commerce et également utilisées pour les sacrifices. Ce n'est donc que bien plus tard que l'épée endossera son rôle plus militaire, mais gardant son côté élitiste, principalement utilisée par les chefs et la cavalerie. Étant coûteuse, longue et complexe à élaborer, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Ce rapprochement a été fait pendant les fouilles archéologiques où l'on ne trouve sa présence que dans les tombes de personnages importants. Par la suite, dans les périodes gréco-romaines, l'épée sera présente dans l'infanterie germaine, celte et romaine, mais restera toujours moins répandue que le saxe et le scramasaxe qui domineront le champ de bataille jusqu'au 8e siècle environ, pour ce qui est de l'Europe en tout cas. Comment est-elle fabriquée ? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, une épée est constituée de 4 parties, lame, garde, poignée et pommeau. Sa fabrication restera sensiblement identique dans les régions du monde où elle est utilisée. Mais on peut voir une évolution assez importante entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. À l'Antiquité, les épées étaient souvent en bronze. Moulées puis retravaillées par la suite, ce système de travail rendait l'épée de moins bonne facture, du fait que cet alliage reste doux et mou et ne permettait pas un écrasement de couches successives. Bien plus tard, à l'époque mérovingienne, la métallurgie reposait sur un principe de juxtaposition de métaux en nuances différentes. Chaque partie était soudée entre elles par petites quantités puis martelée. Ce procédé, que l'on appelle du corroyage, permettait d'obtenir une structure feuilletée qui apportait résistance et souplesse à la lame. Cette technique permettait de choisir la nuance de métal qui convenait le mieux à l'usage qu'on lui réservait au sein de l'épée. On peut d'ailleurs remarquer qu'à cette époque, et antérieurement, la fabrication du pommeau et du manche était en bois, en os ou en métaux précieux, montrant que les épées n'étaient pas équilibrées, mais servaient là encore à montrer le rang social de son porteur. Au début du XIIe siècle, les gouttières des épées commencent à servir pour alléger l'arme sans nuire à sa rigidité, et le pommeau prend son rôle de contrepoids pour équilibrer la lame. Grâce à cela, les techniques de forge vont s'affiner, permettant de créer des lames plus grandes et restant néanmoins légères. Passons à la suite avec les différents types d'épées qui existent. Malheureusement, nous n'allons pas parler de la classification d'Okaeshott qui englobe les épées allant du 9e au 15e siècle, même si celle-ci reste intéressante. Je vous en ferai peut-être d'ailleurs une analyse dans une prochaine vidéo, à vous de me dire en commentaire si cela vous intéresse. Commençons cette revue avec le gladius de Pompéi.
Celui-ci se démarque par sa lame droite et courte, pouvant servir de taille et d'estoc, et contribua à la supériorité de l'armée romaine en combat. Celui-ci mesurant dans les 60 à 70 cm en tout, et date du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voici une épée celtique, du 1er siècle avant Jésus-Christ, avec sa poignée en bronze, anthropomorphe, voulant dire en forme humaine, mesurant dans les 75 cm, le bronze de la poignée supportait mal les impacts de lame en acier, et le montage avec une soie fine était une source de fragilité en cas de choc répété, ce qui laissait à penser qu'il s'agissait surtout d'une lame d'estoc. À présent, la spata tardive du IIIe siècle. La lame est plus longue, elle mesure 85 cm, principalement utilisée par la cavalerie auxiliaire romaine, constituée de Germains et de Celtes. Cette lame finira par rejoindre les rangs de l'infanterie romaine, l'obligeant par la même occasion à faire un changement de côté pour le port de l'épée, passant de droite à gauche. La suivante nous vient de Britannia. C'est une épée saxonne datant du 5e siècle et mesurant 90 cm. Ses particularités sont que son pommeau, contrairement à la spata, est plat, et que la lame est en forme dite de diamant, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient principalement en losange. L'épée mérovingienne. On peut voir que l'influence de la spata se fait encore beaucoup ressentir. Il faut dire que l'ère mérovingienne découle directement de la décadence de l'Empire romain et restera en place du 5e au 8e siècle. Cette lame reste très large et la garde varie encore selon les classes, et cette manie restera d'ailleurs présente encore pendant longtemps. On peut également voir apparaître un début de gouttière formé au centre de la lame. Son existence est en revanche liée au procédé de fabrication. Cette apparition n'étant pas un allègement de la lame, mais un découlement du forgeage des tranchants, refoulant la matière et épaississant le bord des gorges, faisant donc laisser apparaître des gouttières. L'épée scandinave. Celle-ci date du 8e siècle, l'âge d'or des invasions barbares du Nord. Inspirée de sa cousine carolingienne, la différence principale réside dans la taille du pommeau et de la garde, qui resteront courts chez les Norrois. Elle surpassera d'ailleurs sa cousine par la suite, puis sera rattrapée en qualité par les épées normandes. Voici maintenant l'épée à pommeau rond. Plus agréable à manier et plus ergonomique, elle remplacera l'épée normande, qui se caractérisait par un pommeau ovale ou en lobe. Elle apparut au début du XIIe siècle. L'épée Brandarson, du XIIIe siècle, est une épée à deux mains, mesurant 1,50 m, et qui était destinée aux chevaliers qui venaient d'être désarçonnés, c'est-à-dire qui venaient de tomber. Ne pouvant être mise à la ceinture due à sa taille, elle était accrochée à la selle du cavalier et était donc plus simple d'accès. Nous allons maintenant passer à l'épée que je pourrais appeler le couteau suisse de l'époque. L'épée qui à mes yeux est l'arme ultime. Je veux bien sûr parler de la bâtarde. L'arme apparue au XIVe siècle, elle fut très en vogue et appréciée autant par les chevaliers que par les piétons. Elle tient son nom de deux théories, la première étant qu'elle est assez maniable pour effectuer une escrime à une ou deux mains. Nous pouvons donc être catégorisés dans les épées à une ou à deux mains. La seconde étant qu'à son apparition, les chevaliers l'utilisant ne portaient plus de bouclier, et que jusqu'alors les armoiries de la famille étaient sur l'écu, les rapprochant donc des seuls ne pouvant porter les couleurs de la famille, les bâtards. Pour repartir sur l'arme en elle-même, elle mesurait d'entre 115 et 125 cm, voire plus selon la taille de son porteur. Une autre de ses grandes particularités est que l'on peut s'en servir en demi-lame pour être plus précis, mais je vous parlerai de ces différentes techniques plus en détail dans une future chronique dédiée à celle-ci. Et pour finir en beauté, voici l'espadon. Mesurant de 1,70 m à 2,20 m, pour un poids qui étrangement ne dépassait pas les 2 kg, sauf pour celui de, pardonnez-moi pour la prononciation, Grutpir, qui pesait 6,6 kg. Apparu au XIVe siècle et qui fut utilisé jusqu'au XVIe siècle par les célèbres lansquenets allemands. Cette lame est l'une des premières à pouvoir être appelée arme de dissuasion massive, ou encore disperse foule, car avec sa vélocité, on pouvait ouvrir un homme en deux de haut en bas. Très utilisé contre les lanciers et les charges de cavalerie, son porteur était appelé le double solde, vu que sa solde était doublée en raison de son espérance de vie fortement réduite sur le champ de bataille. Et oui, ça avait beau être un disperse foule,
quand on a une armée qui te fonce dessus, on vit pas très longtemps. Bien sûr, il reste plein de types d'épées différentes. J'aurais pu parler des différences entre les épées des stocks et celles de taille, les épées longues et les épées courtes, pour ne citer que ça. Mais il y en a tellement que cela aurait été très long à expliquer. Je ferai peut-être une seconde chronique sur les épées, et ne vous inquiétez pas, j'en ferai aussi sur les sabres, les axes, etc., etc. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que les épées ont énormément évolué avec le temps, passant d'un objet cérémoniel à une arme de pointe ayant de multiples fonctions, devenant même l'icône de la chevalerie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Notez bien encore une fois que je ne possède pas la vérité absolue et que je peux parfois me tromper. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai une joie de les lire et de partager vos connaissances. Par ailleurs, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à mettre un pouce pour soutenir si vous l'avez aimé et à vous abonner, nous suivre sur Facebook, le lien dans la description. Pour les sources, je vous en ai mis certaines en description pour ceux que ça intéresse. C'était Tancred de Saboya, capitaine de la Compagnie des Cimes, et sachez mes amis que nul ne se résume à la somme de ses défauts. En chacun de nous réside une qualité.